Laurent Blanc est un géant. Et pas seulement parce qu'il mesure 1,92 m. Lors du Mondial 98, le défenseur de l'équipe de France de football a 32 ans. Il n'est pas le capitaine des Bleus, mais il est charismatique. Il a une aura particulière et connaît évidemment tous les secrets de cette épopée. Je m'appelle Jacques Vendroux. Je couvre l'actualité du football depuis plus de 50 ans et dans ce podcast, j'ai décidé de mettre à l'honneur un homme, une équipe et une aventure. Dans cet épisode, l'homme, c'est Laurent Blanc. L'équipe, c'est la France, entraînée par Aimé Jacquet. Et l'aventure, c'est le Mondial 1998. L'histoire commence décembre 97, puisque Aimé et tout son staff ont eu la bonne idée de nous réunir à Tignes pour faire un petit stage en famille. C'est un stage libre, hein, donc on parle beaucoup. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien du tout. Donc on parle, on discute. Ce n'est pas un stage de football, c'est un stage entre nous, entre hommes et femmes et familles. Et donc, ça nous permet, je pense, de prendre conscience que le début de l'aventure, on y est. On y est. Moi, personnellement, j'étais un des plus âgés. J'avais cette vague de jeunesse qui arrivait et j'avais besoin de connaître un petit peu plus, non pas les joueurs, parce que tout le monde les connaissait, les joueurs, mais surtout les hommes qui se cachaient derrière les joueurs. Et ça a été très important lors de ce stage-là, car je me souviens que entre des repas un peu arrosés, il y a eu quelques discussions très sérieuses. Il y a deux gus qui arrivent à l'hôtel. Bon, ils étaient certainement pour rien puisqu'ils avaient été mandatés. Et ils nous disent, on vient pour réaliser un contrôle antidopage. Ah bon ? Mais c'est pas un stage de football. Hein. Ah non, mais vous êtes réunis, c'est l'équipe de France. Oui, mais on est réunis dans un cadre privé. Le staff croit que c'est une plaisanterie, mais ça ne l'est pas. Il tire au sort. 6 ou 7 joueurs, je crois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il n'y en a que 6. Aimé arrive en folie. Où est ton pote ? Je dis, vous me parlez de qui ? De Fabien. Je dis, mais Fabien, mais moi... Fabien, il est venu là, comme tout le monde, en vacances. Il a des amis, il n'est pas dans sa chambre. Hein. Ouais, mais on a un gros problème. Il faut qu'il soit là. Mais j'ai dit, mais pourquoi ? Parce qu'il a été tiré au sort au contrôle antidoping. Et on ne sait pas là où il est. J'ai dit, écoutez, il doit être dans la station, je ne sais rien, à Tignes. Et personne ne savait là où était Fabien. Et donc, ils me disent, Laurent, on sait très bien que tu peux le joindre, Fabien Barthès. J'appelle. Fabien. Oui, il me dit, qu'est-ce que tu as ? Je dis, où tu es ? Il me dit, je suis descendu un peu dans la vallée. J'ai dit, il faut que tu remontes. Il me dit, pourquoi ? Il me dit, je suis avec des potes. Il me dit, on va se régaler et tout. Il me dit, mais pourquoi il faut que je remonte ? Parce qu'Aimé veut te voir. Il me dit, écoute, tu sais quoi ? Tu lui dis que demain, je serai là, on pourra discuter. Parce que c'était un truc d'échange aussi, tu vois. Mais chacun faisait ce qu'il voulait. J'ai dit, non, Fabien, ça ne va pas être possible. Il faut que tu remontes de suite. Il me dit, non, Laurent, c'est pas possible. Je suis avec mes potes en bas. C'est bien. J'ai dit, écoute, il y a un contrôle antidoping et il faut que tu sois là. On m'a dit, arrête Laurent, tes blagues à 2 balles. Il ne me croit pas, il me raccroche au nez. Je le rappelle. J'ai dit, Fabien, je te garantis que ce n'est pas une blague. Voilà, et il est remonté en folie, parce que lui aussi était en folie, en disant, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? On passe la Noël ensemble, et vous m'appelez pour un contrôle antidoping. Donc ça commençait déjà très bien avec Fabien. Donc c'est pour ça qu'on l'aime tous, Fabien. Quelques semaines plus tard, les résultats des contrôles antidopage tombent, ils sont négatifs. À 6 mois de la Coupe du Monde, l'ambiance est électrique. Des stars comme Ginola, Cantona, même Jean-Pierre Papin sont écartés. Les prestations des Bleus lors des matchs amicaux sont à ses termes. Pour la presse, à cette période-là, il n'y a pas l'équipe pour devenir champion du monde, il n'y a pas le staff pour devenir champion du monde, il n'y a pas l'entraîneur pour devenir l'équipe champion du monde. Donc voilà, on est dans ce climat-là. Il reste 6 mois et il a fallu
faire en sorte que ce groupe-là mûrisse. Et je crois que la presse, s'il y a une erreur qu'a fait la presse, alors c'est facile de le dire maintenant, mais si la presse a fait une erreur à cette époque-là, c'est qu'elle n'a pas senti qu'un groupe était en train de naître. Je pense que s'il y avait eu un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus peut-être à cette période-là, pas d'affection, mais d'amour un petit peu, on aurait pu penser qu'on pouvait être champion du monde. On s'est dit quand même, ok, on n'a pas la considération que l'on mérite pour l'instant dans notre pays. Je pense, avec le recul maintenant, qu'il y avait 3-4 joueurs qui avaient le sentiment qu'on pouvait devenir champion du monde. Didier, Marcel et je pense Zinedine. Je ne sais pas si... On n'en a jamais discuté, mais je sais qu'avec Didier, avec Aimé aussi, on était conscient qu'on avait un groupe extraordinaire. Je peux te dire que Clairefontaine, on a travaillé comme des fous. Hein. On a travaillé comme des fous. Hein. Alors que bon, chacun sortait d'un championnat de France, championnat d'Italie, championnat d'Angleterre. Il y a eu quelques jours de repos et puis on s'est remis au travail. Donc là aussi, il fallait le faire. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais nous, joueurs, on le voyait puisqu'on y était. Et là, on s'est dit, bon, on est dans le vrai. On est dans le vrai. Si tu te marres pas, si tu passes pas des bons moments, si tu chambres pas, si tu es triste. On a passé, je crois, du premier jour où on est parti à Clairefontaine jusqu'au dernier jour de la finale, je crois qu'on a fait 2 mois ou 2 mois, 10 jours ensemble, tous les jours, de 7h du matin jusqu'à minuit, 1h. Tu es tout le temps avec quelqu'un, tu es tout le temps ensemble, tu es tout le temps avec le même groupe, tu es tout le temps avec le même entraîneur, tu es tout le temps avec le même assistant, tu es tout le temps avec le mec de la vidéo, tu es tout le temps avec les mêmes personnes. Donc ta famille, tu la vois très peu. Il faut être prêt pour ça. Et ça, on l'avait anticipé. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui y croit, sauf nous. Mais nous, il faut qu'on y croit. Hein. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine de faire ce qu'on est en train de faire. Et je pense que ça a mis encore plus de liens entre nous. Quoi. Le 12 juin contre l'Afrique du Sud, on rentre vraiment dans cette compétition sportive. Là, le premier match. Tu débutes la Coupe du Monde dans l'endroit le plus chaud pour le football. Marseille, c'est bouillant. On sait que ça va être bouillant. Déjà la veille, quand on arrive je crois que 2 jours avant. C'est très bouillant. C'est le début de la compétition. Et on sait très bien qu'il nous faut gagner. Si on peut y rajouter la manière, ça serait mieux. Mais surtout gagner. Et donc voilà, rien à redire sur ce match-là, par la pression de ce peuple marseillais, de cette ville du Sud aussi, de tout le Sud. Hein. Dugas, il rentre parce que je crois que c'est Stéphane Guivarch qui se blesse. Donc il rentre, il fait une rentrée moyenne. On a du mal collectivement, on a du mal à marquer. On est encore timide. On rentre dans cette compétition sur la pointe des pieds. Et bon, il nous faut quelque chose pour nous délivrer. Et c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui le délivre sur un corner, un superbe but de la tête. Dugarry l'opprimé, Dugarry le persécuté, Dugarry sur qui tous les supporters français tombaient dessus à bras raccourcis. Eh bien Dugarry, supporté, soutenu tout de même par celui de l'OM. Eh bien Dugarry se reprend après 2... Au Vélodrome, et là ça part. Et là, ça y est, voilà. On met les gaz et on rentre dans le match et on finit bien le match, mais on le gagne 3-0. Et voilà, l'aventure sportive en elle-même est partie. Mais très vite, les supporters déchantent. Dès le 2e match, Zinedine Zidane essuie ses crampons sur un joueur de l'Arabie Saoudite. Il est logiquement expulsé. Aimé Jacquet n'a pas un regard pour lui. C'est glacial. La sentence tombe. Elle est terrible. 2 matchs de suspension. Zizou
ne participe donc pas au 8e de finale contre le Paraguay et c'est à Lens. C'est pourtant un match, et c'est même le premier, à élimination directe pour l'équipe de France. C'est pas une équipe que l'on connaît très bien. On connaît très bien son gardien parce qu'il a joué dans le championnat de France à Strasbourg. C'est Chilavert. Mais tout le monde pense le Paraguay, bon, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Mais on part à Bollaert, il fait une chaleur de folie. 15 heures le match. Et les quelques actions qui auraient pu te permettre de te rendre le match facile, elles ne passent pas. Parce que le gardien, il est en feu, parce qu'on est maladroit, parce qu'on n'y est pas, parce que peut-être on est pris par l'enjeu, j'en sais rien. Toujours est-il que bon, on ne fait pas un match extraordinaire. 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les prolongations débutent dans une ambiance étouffante. Il faut dire qu'il y a cette nouvelle règle, instaurée pour ce mondial, ses détracteurs l'appellent la mort subite. La règle du but en or, elle est très simple. Elle est très simple. Durant le temps supplémentaire, l'équipe qui marque un but a gagné, puisque c'est 0-0. On est 0-0. Tout le monde le sait. Mais le problème, c'est que tout le monde ne l'a pas assimilé le jour du match. Les prolongations, eux, ils se mettent tous derrière. Et eux, ils veulent qu'une chose, c'est d'aller au pénalty. Parce qu'ils ont leur super-héros qui est dans les buts et qui est infranchissable. Donc ils se disent, si on va au pénalty, il va nous qualifier. Eux, ils défendent, ils font que défendre. Ils attaquent même plus, quoi. Et donc c'est là où je me dis, bon, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, non, mais il faut y aller. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais il faut y aller. Voilà, et but de Laurent Blanc, et golden goal de Laurent Blanc, et golden goal de Laurent Blanc. Oh, ils nous ont fait peur, ils nous ont fait très peur cet après-midi, nos petits Français. Mais quand Fabien veut me féliciter, il me dit, bon, les gars, maintenant on serre. Et je dis, mais Fabien, il n'y a pas à serrer, le match est fini. C'est là où je te dis que l'interprétation, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et donc, ouais, tu pars dans un délire un petit peu foufou, quoi. On revient au Stade de France, et là, on commence à sentir que le pays est derrière nous. Parce qu'on joue au Stade de France, on va au Stade de France de Clairefontaine, on voit de l'agitation, mais vraiment beaucoup d'agitation, et on comprend que les gens, là, sont derrière nous, et commencent à croire qu'on peut peut-être le faire. Voilà, ce moment-là, ça a basculé de 8e de finale à quart de finale contre l'Italie. Voilà, les gens se disent, peuvent peut-être le faire. Nous sommes le 3 juillet. La séance des tirs au but est irrespirable. Mais au bout du suspense, les Bleus se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football. 5 jours plus tard, toujours au Stade de France, personne n'imagine que la France puisse être éliminée par la Croatie. On fait une très mauvaise première mi-temps. Pris par l'enjeu, j'en sais rien, on n'est pas bien du tout, on fait des erreurs, on ne tient pas le ballon. Les Croates, très, très truqueurs, maîtrisent bien le jeu, ils ont des joueurs d'expérience, et ils ont des super joueurs, et ils arrivent à nous planter un but sur une erreur défensive. Mais à la mi-temps, là encore une fois, Aimé a un discours très, très juste. Un peu violent, mais correct. Il est juste dans ses propos. Si on veut ne pas aller en finale, on n'a qu'à continuer comme ça. On ne prend aucune initiative, on ne tient pas le ballon, on les regarde jouer, on n'est pas agressif. Donc il dit les vérités, quoi. Il dit les vérités à tout le monde, dans le vestiaire. Et là, on prend conscience qu'effectivement, si on continue comme ça, on ne verra pas la finale, quoi. But de Davor Štuker. But de Davor Štuker ici, à Saint-Denis. Davor Štuker ouvre le score pour la Croatie. Alors attention, l'égalisation immédiate de Thuram. Thuram qui égalise immédiatement après. Fantastique égalisation. Et puis Thuram marque de nouveau. La France mène 2-1 et elle a un pied en finale
de la Coupe du monde de football, mais quelques minutes plus tard, c'est l'enfer qui attend Laurent Blanc. Je prends ce carton rouge alors qu'on a coup franc pour nous. Donc c'est un peu, c'est même pas un peu, c'est très bête de ma part. C'est très bête de ma part parce que j'ai un geste, c'est une réaction à plein de choses qui font que bon, je me fais expulser. Et puis là, je sais que pour moi, c'est fini. Donc, mais je bascule assez rapidement sur le fait que le plus important, c'est que l'équipe le gagne. On s'en fout que je sois expulsé. Le problème, c'est qu'on va jouer à 10 pendant 20 minutes, 22 minutes. Moi, personnellement, le fait d'être expulsé me dérange beaucoup parce que voilà, j'ai fait une erreur individuelle, mais mon erreur individuelle met en danger mon équipe. Et crois-moi, tu le vis très mal parce que tu sens que ton équipe, elle souffre, elle joue à 10. Mais bon, tu as Fabus, encore une fois, qui nous sort deux ou trois petits arrêts, notre ami Fabus. Et puis voilà, quoi. Donc, qualifié pour la finale. C'est extraordinaire, ça fait la chair de poule et des frissons. Je suis ému, mais j'ai presque la larme à l'œil tellement c'est beau. Je n'ai jamais vu les Champs-Élysées aussi pleins que ce soir. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est énorme, c'est énorme. Les Champs-Élysées avec des drapeaux bleu, blanc, rouge et dans le bon sens du terme. C'est le symbole de l'intégration, moi je trouve. En 1998, Zidane, Thuram, le symbole de l'intégration pour la France. On est en finale. On dit que les filles aiment pas le football, mais ça dépend lesquelles. Oh, excellent. C'est génial, c'est trop cool, c'est bien. Le 12 juillet, la France va donc affronter le Brésil. La finale rêvée. Ce dimanche matin à Clairefontaine, il n'y a pas d'excitation particulière. Tous les joueurs prennent leur petit déjeuner ensemble. Sur la porte de sortie de Clairefontaine, avant de monter dans le car, il y a une affiche avec le visage de Laurent Blanc qui va donc manquer la finale et ce slogan, faites-le pour lui. Pour détendre l'atmosphère, un joueur a même ajouté une moustache et une balafre. Ce joueur, c'est Robert Pires. Tout va bien, il fait très beau, tout le monde est très beau, tout le monde est très bon, tout le monde s'est préparé. Même moi, même si je sais que je ne joue pas la finale, je me suis préparé avec l'équipe, j'ai parlé avec Gémé, j'ai parlé avec des joueurs, je connais quelques joueurs brésiliens avec qui j'ai eu la chance de jouer aussi en club, donc voilà, tout se passe comme d'habitude pour essayer de préparer le match le mieux possible. Je ne devais pas y être sur le banc, parce que normalement en étant expulsé, tu ne peux pas être sur le banc, tu dois être en tribune. Donc je me rappelle que j'avais insisté et j'avais pu être sur le banc. Donc ça c'était pas mal parce que j'étais avec tout le monde et je l'ai vécu mieux que si j'avais été, je pense, en tribune. Et là on est quand même face au Brésil, il faut quand même le rappeler, enfin on s'en souvient, mais c'est quand même le Brésil. Et là, les personnes qui n'y croyaient pas du tout au mois de décembre, qui ont commencé à y croire en quart de finale, là se retrouvent en finale et se disent mais France-Brésil, c'est ceux qui ont rêvé, mais il faudrait gagner. Parce que France-Brésil, c'est la finale rêvée, mais il faut la gagner. Et là, tout le monde est derrière nous, tout le monde y croit. Et là, j'ai vu un public fantastique. Pour aller de Clairefontaine au Stade de France, ça a été là on sait que tout le monde est derrière nous. On sait que tout le monde y croit. Et nous aussi. Nous, on commence à vraiment y croire. Et on sait qu'on peut taper ces Brésiliens. On le sait. Dans les vestiaires, Laurent Blanc fait des allées et venues. C'est lui qui découvre le premier la rumeur Ronaldo. Le prodige brésilien serait malade et ne jouerait pas. Finalement, en entrant sur la pelouse, on l'apprend au tout dernier moment, l'attaquant aux jambes de feu est bien là. Mais le héros du jour est français. C'est un corner que va tirer Emmanuel Petit à droite en regardant les buts de Taffarel. Taffarel est endossé au nord de Paris. Attention, Zidane but de Zidane. Oh Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là? Le matin même, Aimé Jacquet a insisté auprès de Zidane.
les Brésiliens ne sont pas très vigilants sur les coups de pied arrêtés. Et juste avant la mi-temps, Zizou marque le second but de la tête. Djorkaeff qui tire le corner, attention, qui est l'arrivée, but. Deuxième but de Zidane. Deuxième but de Zidane. Zizou. Oh, Zizou. Ce que tu nous fais, un deuxième but fantastique. 2-0 à la pause, le public exulte. Mais dans les vestiaires, personne, je dis bien personne, ne s'enflamme. La seconde mi-temps débute. On est quand même à 10 parce que notre ami Marcel s'est fait expulser lui aussi. Et on est 2-0 certes, mais il se fait expulser et il reste 25 minutes de jeu. Et il y a l'action de Ronaldo, que Fabus, encore une fois, nous fait quand même un petit arrêt merveilleux. Imagine ce qui se serait passé si on prend le but là avec l'expulsion de Marcel. Tout ça fait en sorte que 2-0 à 10, c'était pas mal, mais tu es pas encore. Et puis ce troisième but, il te libère. Il te libère de tout. Et c'est Manu qui le marque parce qu'il y croit lui aussi. Et à 10 contre 11, physiquement, il est transperce. Il est transperce et personne ne peut l'arrêter. Il va mener le contre-attaque et il y a 3 Français qui partent sur la contre-attaque, notamment Emmanuel Petit. Petit qui va marquer le troisième but. Et le troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. 3-0 à quelques secondes de la fin. Avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. L'importance de ce que l'on vient de faire, je le comprends de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre le surlendemain ou le lendemain. Tu viens d'être sacré champion du monde dans ton pays, alors que au départ, c'était dur, c'est difficile dans tous les contextes. Et là, tu viens de finir en apothéose, 3-0 devant le Brésil, parce que tout le monde voulait battre le Brésil et tout le monde avait dit que la finale serait France-Brésil. Mieux que ça, c'est difficile à faire. Mais c'est surtout que, on vient de concrétiser, de valider, d'acter, de signer ce qu'on avait prévu de faire. Et ça, c'est un pied total. Un pied total pour toi, pour tes coéquipiers, pour le staff, pour le football français. C'est le pied total. Là, ce qui se passe après, c'est que ta vie, tu ne le sais pas. Tu sais que tu as gagné la Coupe du Monde, mais tu as validé ce que tu as voulu faire, ce que tu as préparé, etc. Ce que tu sais un peu moins, à ce moment-là, c'est que ta vie professionnelle vient de changer. Cette nuit-là, c'est Aimé Jacquet qui s'endort avec la Coupe du Monde dans sa chambre. La nuit est courte pour tout le monde. Et le lendemain, Laurent Blanc, comme certains de ses coéquipiers, cache ses cernes derrière des lunettes noires, des lunettes de soleil, avant le défilé sur les Champs-Élysées. On a un dîner à la Fédération française de football, qui est à l'époque pas loin des Champs-Élysées, et il nous manque toujours quelqu'un. On compte, il en manque un. Qui il manque? encore une fois. Il manque Fabien Barthès. Fabus, il n'est pas là. Donc encore une fois, chargé de trucs. Fabus vient à la Fédération française de football, on a un repas, et après on a une parade, un petit défilé aux Champs-Élysées, et puis après c'est bon. Ouais, j'y serai. On mange, on prend le bus, on est là. Il y a un peu de turbulence parce qu'il y a quelques journalistes et tout, mais rien de bien méchant. On prend ce bus découvert, et les premières rues, mais il n'y a personne. Je rêve pas. Il y a un peu de monde, mais sans plus. Et on se dit, mais ça va pas durer très longtemps, ça va. Et tout d'un coup, on arrive en bas à la place de la Concorde. Et là, on voit ce qui nous attend. Et là, on se dit, mais là on en a pour la journée. Là, si on rentre là-dedans,
on y est, quoi. On y est pour la journée. Et on y rentre. On y rentre. Et bon, super moment. Moi, sincèrement, voilà. Là aussi, tu t'aperçois que tu as fait quelque chose de grand, parce que bon, les gens veulent partager ça avec toi. Et c'est pas que 10 ou 100 personnes qui veulent le partager. Et là, tu t'aperçois que tu as fait quelque chose quand même de grand. Vous venez d'écouter Les Géants, un podcast Europe 1 Studio produit par Sébastien Guyot et réalisé par Loïc Guimard. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Cela vous permettra d'écouter directement le prochain épisode. Et puis surtout, parlez-en autour de vous. À très bientôt pour d'autres aventures de géants.